En fait, c'est une histoire au travers des films. C'est lui qui m'arrive à me donner vraiment cette envie de continuer. On se sent attaché à lui parce que, ben, voilà, on est dans son berceau. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du CAGI et du CORECA, le CAGI qui est le Centre d'analyse géopolitique internationale, le CAGI qui est l'équipe de recherche de l'université, qui est le pôle Guadeloupe d'une UMR CNRS qui s'appelle LC2S, Laboratoire caribéen de sciences sociales, et le CORECA, Contact Recherche Caraïbes, qui est l'association la plus importante de coopération des Antilles, qui œuvre d'ailleurs avec Haïti. Alors, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Jean-Marie Théodat dans le cadre de nos webinaires. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est la dette haïtienne. Alors, je m'appelle Fred Guénaud, je suis responsable du CAGI. Je suis en compagnie de Julien Mérillon, qui est président du CORECA et membre du CAGI, mais également des étudiants de la filière sciences politiques, ainsi que des internautes du Facebook Live et du Zoom du CAGI. Et bien sûr, notre invité, Jean-Marie Théodat. Alors, Jean-Marie Théodat est maître de conférence en géographie à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a soutenu une thèse à Nanterre sur le thème Haïti, République dominicaine, une île pour deux. Il a agrégé géographie, il est professeur à l'Université d'État d'Haïti depuis 1991. Il est membre également et fondateur aussi de l'UMR Prodigue, pôle de recherche et de diffusion de l'information géographique. J'espère que c'est ça. Je ne me suis pas trompé, Jean-Marie. Alors, vous aurez compris que je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le CV qui est impressionnant de Jean-Marie. Donc, le webinaire ne suffirait pas pour le présenter. Merci Jean-Marie d'avoir accepté notre invitation. Je ne ferai pas d'introduction sur la thématique de la dette. Vous savez dans quel contexte les choses se présentent. Alors, je vais passer la parole directement à Jean-Marie pour une quarantaine de minutes. Il y aura ensuite une première série de questions d'étudiants de la filière sciences politiques. Après, des questions des internautes et on verra ensuite, on aura ensemble un débat avant de conclure avec Julien Mérillon. Donc, Jean-Marie, tu as la parole pour une quarantaine de minutes. Bien. D'abord, permettez-moi de vous remercier de l'invitation. Merci au professeur Reynaud et merci à toute l'assistance, à toute l'audience de l'Université des Antilles qui me font la gentillesse de m'écouter aujourd'hui. Alors, nous allons parler donc d'une thématique qui aujourd'hui défraye en quelque sorte la chronique, c'est-à-dire la question de la dette haïtienne, pour essayer avec vous de dégager, on va dire, quelques pistes de réflexion. Je ne viens pas ici avec des vérités toutes faites, ni non plus des révélations, parce que le dossier est largement, je dirais, débattu dans le milieu des chercheurs spécialistes, et nous pouvons toujours, si vous avez le temps, si vous avez envie, approfondir en allant un petit peu plus loin dans le détail. Mais ce que je voudrais donc rappeler ici, ce sont quelques éléments de contexte pour permettre de comprendre à la fois la joie et vraiment l'allégresse avec laquelle le peuple haïtien a reçu la nouvelle de la signature de cette ordonnance en juillet 1825, et d'autre part, je dirais, donc, la polémique, pour ne pas dire, je dirais, la controverse provoquée aujourd'hui, en 2022, par la révélation de l'article du New York Times. Donc, entre ces deux éléments, nous avons un paradoxe qui est que nous avons rétrospectivement le sentiment que l'acte de reconnaissance de l'indépendance d'Haïti de 1825 est un épisode absurde parce que cela revient pour le vainqueur à payer une rançon au vaincu de 1803, puisque en
le 18 novembre 1803, l'armée haïtienne, l'armée indigène, comme l'appelaient à l'époque donc les insurgés haïtiens, a battu donc à plat de couture l'armée expéditionnaire française avec à sa tête le général Rochambeau. C'était donc le 18 novembre 1803 à Vertières. Alors, comment des Haïtiens vainqueurs sur le champ de bataille en sont-ils arrivés à accepter de payer on peut dire aujourd'hui, une véritable rançon, c'est-à-dire sous la forme d'une indemnisation versée aux anciens propriétaires d'esclaves pour un montant de 150 millions de francs or de l'époque, ce que Haïti va mettre pratiquement un siècle à rembourser. Quelle est la clé d'intelligence, si vous voulez? Quel est l'élément qui nous permet de soulever ce paradoxe du vainqueur payant une rançon au vaincu? Bien, c'est une question d'échelle, au sens que Haïti est certes libre. Haïti a certes proclamé son indépendance le 1er janvier 1804, mais il s'agit, d'un point de vue juridique, d'un non-événement. Dans la mesure où il y a aucun des pays de la Caraïbe, aucune des nations qui comptent à l'échelle internationale n'a reconnu l'indépendance haïtienne. Certainement pas la France, qui reste en situation donc, de guerre ouverte avec la nation rebelle, ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni, ni l'Espagne n'avaient fait le geste de reconnaissance de l'indépendance haïtienne. Donc, Haïti est, pourrait-on dire, sur le plan juridique, un État marron, un État dont l'existence n'est reconnue par personne et qui, de ce fait, est dans l'impossibilité de peser dans les négociations internationales, est dans l'impossibilité de véritablement faire valoir ses intérêts dans les relations bilatérales avec les autres pays. Donc, c'est dire que tout en étant victorieuse sur le champ de bataille, Haïti est en position de faiblesse sur le plan diplomatique, en position de faiblesse sur le plan juridique, et c'est dans cette vulnérabilité-là que la France va profiter pour imposer à Haïti une reconnaissance de son indépendance sur un mode, on va dire, que l'on peut considérer aujourd'hui comme abusif, parce que le montant versé, le montant de l'indemnisation prévu pour les anciens propriétaires d'esclaves, en plus d'être injuste, parce que l'esclavage ayant été décrété comme un acte, on va dire, inhumain et interdit en Haïti, juridiquement, il était inconcevable d'indemniser les propriétaires d'un bien qui n'existe plus sur le plan juridique. Mais c'est aussi que, rétrospectivement, nous pouvons considérer que c'est une injustice. C'est comme si, en 1986, c'est-à-dire 24 ans après la proclamation de son indépendance, l'Algérie avait dû verser une rançon aux pieds noirs et à leurs descendants pour cause donc, de dommages subis après la proclamation d'indépendance. Donc, comment comprendre cela? C'est que, à une autre échelle, à l'échelle des relations internationales, la France, tout en étant vaincue sur le champ de bataille et tout en étant diplomatiquement amoindrie après la défaite de Waterloo, la France continue d'être reconnue dans ses droits historiques par ses principaux partenaires sur Haïti. Au sens que, après le congrès de Vienne, 1815, la réconciliation entre les puissances européennes a permis à la France de retrouver, de se faire reconnaître des droits historiques sur l'ancienne colonie française de Saint-Domingue, avec la possibilité de récupérer ses droits, y compris militairement. C'est donc à ce titre que le baron de Mâcon a été chargé par Charles X donc, de venir en Haïti imposer cet accord, donc cette ordonnance qui est une reconnaissance officielle par la France de l'indépendance d'Haïti en échange d'une indemnité versée aux colons. La France est donc vaincue sur le champ de bataille, mais en position de force sur le plan stratégique parce que ses principaux partenaires internationaux lui reconnaissent le droit de reconquête de la scène haïtienne. C'est donc dans ce paradoxe qu'il faut se situer pour comprendre que, en fait, la signature, ou plutôt l'accord
conclu entre la France et Haïti est un accord conclu entre deux nations affaiblies sur le plan international, deux nations diminuées dans leur capacité à faire valoir leurs droits sur le plan international, au sens que Haïti n'est pas un État reconnu, c'est donc un État marron, et la France cherche à revenir sur le devant de la scène caraïbe après en avoir été chassée en 1803 par les Haïtiens. Or, il s'agit pour la France d'une position stratégique importante parce qu'au-delà de Saint-Domingue qui est perdu, il reste la Martinique, il reste la Guadeloupe, il reste la Guyane, il reste Saint-Martin à garantir, qui restent des territoires, on va dire, potentiellement rebelles. Donc, dans cet accord, il faut voir que les deux puissances affaiblies cherchent à gagner en quelque sorte des positions en cédant de la faiblesse de l'autre pour pouvoir obtenir gain de cause. Les Haïtiens, sortant en quelque sorte du bois, cessant d'être un État marron pour devenir un État de droit, considèrent qu'il n'y a pas de prix à payer pour cette indépendance. Et après avoir sacrifié leur vie sur le champ de bataille, après avoir crié « vivre libre ou mourir » à Vertières, les Haïtiens considèrent que s'endetter pour quelques décennies pour considérer cette victoire comme définitivement acquise était un sacrifice digne de quelques efforts. Donc, c'est un élément important pour comprendre cet empressement des Haïtiens à festoyer au lendemain de la signature d'un accord qui finalement va peser très lourdement sur l'économie nationale. Par ailleurs, il faut considérer que pour la France, reconnaître cette indépendance d'Haïti était, je dirais, un acte qui relevait à la fois de la, je dirais, d'une sorte d'aveu de faiblesse par rapport à l'impossibilité, compte tenu de l'impossibilité de reprendre pied sur le territoire haïtien, mais c'était aussi une façon d'envoyer un signal aux autres colonies françaises d'Amérique pour dire que la France n'a pas seulement comment dire, subi une situation de fait, mais au contraire, elle a accompagné l'ancienne colonie française de Saint-Domingue vers une reconnaissance de plein droit. C'est-à-dire, c'est une façon de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Puisque Haïti n'est plus récupérable, autant en faire un allié, un obligé qui sera, bien entendu, toujours reconnaissant vis-à-vis de la France pour on va dire, cet accompagnement sur la scène internationale. Et dans le fond, il était de bon sens, il était je dirais, de bonne guerre pour les Français d'essayer de se rapprocher des Haïtiens parce que c'était une façon indirecte de consolider leur position en Martinique et en Guadeloupe en faisant la paix avec Haïti. Mais ce qu'il est important de remarquer surtout dans cette équipée militaire française, c'est qu'à aucun moment le baron de Macot a en jugé par le ton du rapport qu'il remet au ministre de la Guerre au retour de Saint-Domingue, à aucun moment Macot n'a envisagé sérieusement de canonner, n'a envisagé sérieusement d'entrer en guerre contre Haïti. Au contraire, le ton des messages, le ton de la correspondance est tellement obséquieux, est tellement obstinément poli qu'on est forcé de comprendre que, dans le fond, cette indépendance haïtienne est clairement et de fait acceptée par la France. Tout ce que réclame la France, c'est que les Haïtiens lui rendent les honneurs et bien entendu les espèces sonnantes et trébuchantes qui accompagnent l'allégeance due à on va dire, à la primauté de l'Empire. Ainsi, nous pouvons dire que dans le contexte de l'affaiblissement mutuel de Haïti et de la France de 1825, il était de bonne guerre pour ces deux pays de faire alliance pour, l'un, se faire reconnaître comme une nation de plein droit, deux, pour se faire, en quelque sorte, prendre une revanche symbolique par rapport à la défaite militaire de 1803 et faire reconnaître aux Haïtiens l'allégeance due au roi de France, ce qui était un message indirect donné aux autres colonies françaises des Amériques. Mais avec le recul, on se rend compte que les Haïtiens ont été en quelque sorte dupés
par les termes de la négociation, puisque le baron de Mako a plus ou moins laissé entendre aux Haïtiens que le montant exorbitant de l'indemnisation pouvait toujours être renégocié à l'avenir et de fait, le montant serait effectivement réduit à 90 millions de francs or, ce qui reste quand même excessif sur les épaules du paysan haïtien. Par ailleurs, on est conscient également du fait que pour les Français, la reconnaissance, plutôt, pour les Français, la mission du baron de Mako est une véritable alternative, dans la mesure où, muni d'un ordre de mission qui l'oblige à entrer en guerre au cas où les Haïtiens refusent d'obtempérer, Mako se trouve dans l'incapacité de revenir sans avoir un accord signé. Or, si les Haïtiens refusent de signer l'ordonnance, il est, d'un point de vue tactique, dans l'incapacité de mettre à exécution la menace on va dire, de mettre à feu et à sang la colonie, comme son ultimatum l'y oblige. De sorte qu'on sent chez le baron de Mako une sorte de tiraillement entre la nécessité de faire preuve je dirais, d'une certaine arrogance, d'une certaine menace, de rouler en quelque sorte de la mécanique pour dire retenez-moi en quelque sorte, sinon je fais un malheur. Mais dans le même temps, il est obligé d'utiliser d'un ton particulièrement, je dirais, alléchant pour pouvoir convaincre les Haïtiens de signer cet accord, en essayant de comment dire, de leur vendre en quelque sorte un avenir, une perspective de coopération avec la France qui ferait de ce pays un allié privilégié, une sorte de Québec avant l'heure par rapport à la relation bilatérale privilégiée qu'il devait y avoir entre ces deux nations sœurs. Or, aujourd'hui, avec le recul, force est de constater que et les Haïtiens et les Français se sont trompés. Les Haïtiens se sont trompés parce qu'ils pensaient pouvoir profiter de l'occupation de la partie orientale de l'île, c'est-à-dire l'ancienne République dominicaine, devenue une seule nation sous le gouvernement de Boyer de 1822 à 1844. Les Haïtiens pensaient pouvoir mettre à profit le territoire de l'ancienne colonie espagnole, presque 2 fois plus grand que l'ancienne colonie française, et 4 fois moins peuplée, donc avec une perspective de développement d'économie de plantation presque illimitée. Et de fait, Boyer va faire acheminer dans la partie nord de cette colonie, en particulier dans la baie de Samana, des affranchis issus de l'esclavage sur le territoire nord-américain qui sont reçus en Haïti, donc dans cette partie autrefois espagnole du territoire, dans l'idée d'y développer une agriculture de plantation. Donc, les Haïtiens avaient véritablement misé sur la conquête du territoire dominicain pour mettre à profit les vastes terres agricoles et en tirer des richesses pour satisfaire les exigences de l'indemnité versée à la France. De la même façon, les Français, à travers un accord draconien, qui impose non seulement à Haïti une indemnisation de 150 millions de francs or, mais l'oblige à passer par des banques françaises, la CIC, pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir honorer les différentes traites de cette indemnisation. L'idée pour la France, c'était de faire de Haïti une sorte de colonie sans la lettre, une colonie dans la forme, dans le fond, mais pas dans la forme, une colonie qui allait rapporter bien davantage qu'elle n'allait coûter, non seulement en termes d'équipement, mais également en termes d'encadrement et de défense. Or, le fait est que l'économie haïtienne s'est effondrée sous le fardeau de cette indemnisation excessive et que surtout la diplomatie française, avec le recul, porte cet acte
comme une sorte de macule, comme un abus historique par rapport à un pays qui avait courageusement combattu pour défendre des valeurs dont la France elle-même se présente aujourd'hui comme le plus fier porte-drapeau. Donc, dans la longue durée, nous pouvons dire que les Haïtiens ont porté cette charge financière comme sur un calvaire, et au final, le poids de la dette a surtout reposé sur les épaules du paysan haïtien, c'est-à-dire des descendants d'esclaves, qui ont continué à produire la canne, le coton, le cacao et surtout le café dans les mornes, pour le compte de propriétaires qui ne sont plus blancs, qui ne sont plus français, mais qui sont des Haïtiens, des grands planteurs, des spéculateurs haïtiens qui vont servir d'intermédiaires entre, on va dire, le débiteur français et entre le créancier français et le débiteur haïtien. Et le paradoxe de cette situation, c'est que dans l'intervalle, vous avez toute une catégorie de planteurs et de commerçants haïtiens qui se sont enrichis par le biais de la production et de l'exportation de ces biens pour satisfaire les exigences de la dette. C'est dire par conséquent que le paysan haïtien se trouve victime d'une sorte de double fardeau, le fardeau d'une dette extérieure à honorer et qui va être payé essentiellement grâce aux taxes prélevées sur le café, sur la canne à sucre, sur le sucre donc, et sur le coton exporté par Haïti, et le paysan haïtien se trouve également sous le joug maintenant beaucoup plus direct et beaucoup plus, on va dire, matériellement sensible, hein, d'une bourgeoisie locale, d'une bourgeoisie, d'une classe de profiteurs locaux qui, soit par la possession des plantations, soit par le contrôle de l'exportation et de ces denrées, vont prélever en fait l'essentiel des bénéfices sur le produit final. Donc, nous pouvons dire que dans ce système triangulaire, vous avez d'un côté le producteur, de l'autre le commerçant ou le propriétaire, et enfin, en bout de chaîne, le créancier français qui vit de l'exportation et de la taxation de ces rentes. Donc, nous avons en fait une équation qui conduit à une paupérisation grandissante de la population haïtienne. Et sur les 200 ans d'indépendance de ce pays, nous avons assisté à une lente décroissance sur le plan économique. Nous avons assisté à une atomisation des structures agraires qui rendent en fait le système productif de plus en plus exsangue. Et ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat d'une lente décomposition, d'une lente déconfiture et finalement d'une déconstruction de l'économie haïtienne par le biais d'une charge excessive à la fois de la part de l'extérieur, mais également à la fois de cette élite intérieure qui n'a pas su véritablement faire corps avec le reste du peuple pour avancer dans le chemin du progrès. Cela fait à peu près 27 minutes que je parle. Oui, bien sûr. Je pourrais détailler en disant que dans la négociation entre les protagonistes, nous pouvons faire apparaître quelques éléments, je dirais, de faiblesse de la part de la diplomatie haïtienne. En sachant que en 1825, nous sommes 2 ans après la fameuse déclaration de Monroe qui proclame que désormais les affaires des Amériques, les affaires de l'hémisphère occidental doivent être réglées sans incursion
des puissances européennes, sous-entendu, sans que la France, sans que l'Espagne, et bien entendu, sous-entendu, sans que le Royaume-Uni non plus ne puisse véritablement y dire leur mot. Mais bien entendu, la déclaration de Monroe de 1825 ne doit pas être comprise rétrospectivement comme, je dirais, la déclaration d'une puissance capable de véritablement faire respecter je dirais, cette injonction. Parce qu'en 1825, les États-Unis ne sont pas encore la puissance omnipotente que nous connaîtrons un siècle plus tard. Les États-Unis, en 1825, ont à peine franchi le Mississippi. La conquête de l'Ouest est à peine commencée. Donc, le pays n'a pas encore atteint, on va dire, cette maîtrise des deux façades océaniques pour pouvoir véritablement parler en position hégémonique par rapport aux Européens. Mais néanmoins, il y a fort à parier que le retour de la France en force dans la Caraïbe n'aurait pas véritablement été, ne serait pas passé inaperçu compte tenu de la présence des Anglais en Jamaïque, de la présence espagnole à Porto Rico, à Cuba à l'époque, et les Espagnols qui cherchent, les Espagnols qui, au contraire, se sont vus restitués dans leurs droits également en 1815 par rapport à la colonie française, par rapport à la partie espagnole de l'île. Donc, en 1825, lorsqu'en 1822, Boyer occupe la partie française, la partie espagnole de l'île, les Espagnols ont déjà recédé, ont déjà reçu du Congrès de Vienne l'autorisation, eux, de retrouver leurs droits également sur cette partie orientale de l'île. Donc, il y a une double menace qui pèse sur cette partie du territoire, à la fois parce que la France cherche à récupérer ses droits sur la partie occidentale, mais également parce que l'Espagne est en principe la puissance de tutelle de cette ancienne colonie. Donc, pour les Français comme pour les Haïtiens, il y a une situation, il y a un véritable enjeu à mettre, on va dire, cette partie du territoire sous coupe réglée pour pouvoir payer les différents éléments de l'indemnité. Donc, dans cette configuration, on peut dire que la France n'avait pas les moyens tactiques d'emporter une bataille contre l'ancienne colonie française de Saint-Domingue. Et il n'était pas envisageable de se lancer dans une équipée militaire dont l'issue était incertaine. Il ne s'agissait certainement pas pour la France de 1825 de recommencer la bataille de Vertières, c'est-à-dire la leçon de Vertières ayant été retenue. Les Français sont certes revenus armés jusqu'aux dents, mais avec la ferme intention de n'avoir pas utilisé leurs forces. Et c'est dans cette, je dirais, dans cet entre-deux que se trouve le flou, ou que se trouve, je dirais, le truc auquel les Haïtiens ont peut-être cédé un peu trop rapidement. Ou alors, on peut essayer d'imaginer, à contrario, que, ayant été avertis de la mission de Mako, les Haïtiens ayant également averti la France de leur disposition à accepter une paix négociée, Attends, je crois que ton son était désactivé. Ça va. Je rappelle donc que c'est le président Alexandre Pétion qui, le premier, avait fait la proposition d'une indemnisation en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, et que pour Boyer, l'arrivée de l'escadre française dans la baie de Port-au-Prince n'était pas dans l'absolu une surprise. Donc, moi, je redoute, je subodore la mise en scène avec un accord au préalable entre les protagonistes, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi les Haïtiens, après avoir vaincu les Français sur le champ de bataille, allaient
accepté le couteau sous la gorge de signer une ordonnance qui leur accordait certes une reconnaissance de juré, une reconnaissance donc formelle, mais qui néanmoins mettait le pays sous coupe réglée par rapport aux puissances financières françaises. Il est important aussi de considérer le contexte politique dans lequel s'est faite la signature de cet accord. Au lendemain de la signature et le jour même de la signature, en janvier 1825, la foule à Port-au-Prince et peut-être dans les faubourgs de province est descendue dans la rue pour fêter, pour festoyer, parce que pour les Haïtiens, c'était comme la réédition de Vertières, mais cette fois-ci sur un mode pacifique. C'était la confirmation d'une indépendance chèrement gagnée sur le champ de bataille. Et cette propension des Haïtiens à fêter, cette propension des Haïtiens à faire la fête doit être mise on va dire, en rapport avec l'importance symbolique qu'avait cette reconnaissance des anciens esclaves de la part de leurs anciens maîtres. Il faut considérer que sur le plan symbolique, seule la France avait les moyens de satisfaire pleinement le désir de reconnaissance, le désir d'acceptation comme une puissance à part entière de la part des Haïtiens. Et c'est pour cela que les Français ont su faire de la surenchère, ont su faire payer très cher cette reconnaissance aux Haïtiens, parce que ce n'était pas la même chose que si le pays avait été reconnu par le roi du Congo ou reconnu par l'empereur de Chine, par exemple, qui n'avait, sur le plan symbolique, aucune valeur pour les Haïtiens. Donc, c'est dans ce tête-à-tête-là qu'il faut se situer pour comprendre que pour les Haïtiens, c'était un acte libérateur, c'était un acte important, et quel qu'en soit le prix, ils étaient prêts à faire tous les sacrifices pour y accéder. Maintenant, quelles leçons tirer de cette situation où, avec le recul, on se rend compte que les valeurs qui sont celles de la France d'aujourd'hui sont en quelque sorte bafouées par les conditions dans lesquelles cet accord a été imposé à Haïti. Alors, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que la politique, c'est comme un accordéon. Il y a un mouvement, on va dire, d'aller-retour qui fait qu'à différents pas de temps, les mêmes phénomènes, les mêmes événements peuvent être analysés par une population sur un mode totalement différent. Au sens que les actes posés en 1825 sont aujourd'hui analysés à la lumière d'une conscience beaucoup plus éveillée de la part des Haïtiens. Une façon de dire que la politique d'aujourd'hui sera jugée demain par des citoyens qui seront au courant et qui seront probablement beaucoup plus enclins à vérifier les tenants et les aboutissants dans les négociations, et que dans certains cas, les avantages d'un pays à un moment donné peuvent se révéler finalement des faiblesses à un autre pas de temps. C'est-à-dire que la possibilité qu'avait la France d'imposer à Haïti un accord cynique en 1825 se traduit aujourd'hui en une véritable casserole pour la diplomatie française, parce qu'il est évident pour tout le monde que ceci n'était pas véritablement fair play, que faire payer aux descendants d'esclaves vainqueurs sur le champ de bataille une indemnité aux descendants des vaincus était non seulement contraire à la loi de la guerre, mais surtout contraire aux principes de fraternité, de liberté et surtout d'égalité prônés par la France, et que Haïti s'était fait un devoir d'universaliser à travers le Nouveau Monde. C'est dire par conséquent que l'épisode de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par la France ouvre en fait une brèche dans les relations internationales, avec la propension à la répétition de ce modèle
dans les relations entre ce qu'on appelle le Nord et le Sud. Or, aujourd'hui encore, nous constatons que beaucoup de pays dits émergents ou en développement ont accepté de s'endetter auprès de puissances financières occidentales ou aujourd'hui asiatiques. La Chine ne fait pas mieux dans cet ordre-là. Donc, on accepte donc des accords financiers qui engagent leur population sur un pas de temps qui dépasse très largement, on va dire, la perception des politiciens de l'époque. C'est dire que nous avons la responsabilité historique, nous comme intellectuels, de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles les accords du passé ont été signés et également les politiques en charge des relations extérieures du pays, de ne pas, on va dire, faire des décisions à trop courte vue parce que la joie qui était celle des Haïtiens de 1825 de faire reconnaître leur indépendance a largement hypothéqué les conditions d'existence des citoyens pour les 2 siècles à venir. Et c'est pour cela que pour ce genre de négociations, nous avons besoin de politiques qui soient non seulement éclairées, mais qui soient également, on va dire, encadrées par des experts capables de faire des études d'évaluation extrêmement vétilleuses des conséquences des décisions qui sont prises. Et manifestement, en Haïti, nous n'avions pas le personnel, nous n'avions pas l'expertise pour véritablement peser au trébuchet les conséquences de cet accord donc, de 1825. Et c'est pour cela qu'en 1825, à Port-au-Prince, nous avons fêté comme si c'était carnaval. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en 2022, en Haïti, mais également à Paris, partout où il y a des citoyens haïtiens ou pas d'ailleurs, mais conscients on va dire, du caractère cynique de cet arrangement, partout où il y a des citoyens tout simplement éclairés, nous avons un regard extrêmement critique sur le comportement de la diplomatie française de l'époque de Charles X. Et c'est pour cela donc que nous invitons les hommes politiques aujourd'hui dans leurs négociations à intégrer cette dimension éthique de la négociation pour ne pas justement duper un partenaire plus faible, pour ne pas tirer avantage de la faiblesse d'un partenaire, on va dire, que l'on est censé obliger, et aussi parce que au-delà des divergences, je dirais, d'intérêts qu'il peut y avoir entre les partenaires, nous sommes surtout une seule et même humanité et le rôle des politiques, c'est de travailler à la congruence des intérêts, à la fluidité dans les rapports et finalement à cette utopie de la fraternité entre les peuples, même si, pour paraphraser Raymond Aron, jusqu'à preuve du contraire, les relations internationales relèvent de la loi de la jungle et le rapport France-Haïti n'en est qu'une illustration parmi d'autres. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie Théodat. Alors, comme je l'ai annoncé au début, en introduction, on va d'abord passer la parole aux étudiants. Hier soir, ils se sont réunis, en tout cas certains d'entre eux, ils se sont réunis et ont préparé des questions. Certains sont présents ce soir où se font les porte-paroles des absents. Il y a des questions qui ont été posées qui relèvent du droit, de l'histoire aussi, mais également de considérations économiques et des politiques de développement actuelles. Donc, on va essayer de les prendre en passant la parole à Camille, qui avait des questions d'ordre historique, à Nicolas et à Thierry. Donc, Camille, si elle veut bien commencer à présenter ces questions qui sont, je crois, d'ordre historique principalement. Camille, est-ce que Camille est là? Je crois qu'elle est là, oui. Je suis là. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir. M. Théodat. Bonsoir. J'avais donc une question, en fait, plutôt historique, comme l'a dit M. Reynaud, qui était celle du lien, en fait, qu'on aurait pu établir entre la dette et ce qui a été mis en œuvre pour la rembourser localement en Haïti. Et l'instabilité politique, mais essentiellement au 19e siècle, puisque l'on sait qu'il y a eu un enchaînement
de président, il y a eu une certaine instabilité politique. Et donc, j'aurais aimé savoir si vous avez établi un lien entre cette dette et, voilà, et cette instabilité politique. Je vous remercie de la question. Elle est très importante parce qu'elle nous permet justement de faire le lien entre politique étrangère et politique intérieure. L'imposition de cette indemnité à Haïti va obliger le pouvoir à prendre, ou plutôt à confirmer son orientation autoritaire. Parce que une fois l'indépendance d'Haïti proclamée, qu'il s'agisse de Toussaint Louverture, qu'il s'agisse de Pétion, qu'il s'agisse de Dessalines de Christophe ou même de Boyer, ce sont des pouvoirs militaires qui s'instaurent. Ce sont des pouvoirs généralement, c'est-à-dire Dessalines en son temps, Christophe dans le Royaume du Nord, Pétion et Boyer sont des présidents à vie, des présidents dont le pouvoir n'est limité par aucun corps législatif capable véritablement de faire un contre-pouvoir, de sorte que le pouvoir haïtien va devenir de plus en plus autoritaire. Boyer en particulier est à l'origine d'un code rural qui va obliger les paysans à résider à la campagne, à travailler la terre et surtout à produire dans le cadre de plantations organisées presque sur un mode militaire. Ce qui veut dire que par nécessité de satisfaire les exigences de l'indemnité imposée par les Français, le pouvoir haïtien va exercer une pression de plus en plus autoritaire, de plus en plus dictatoriale sur le monde paysan en particulier, ce qui va entraîner dans la longue durée un divorce durable entre ce qu'on appelle le pays en dehors, pour paraphraser Gérard Barthélemy, c'est-à-dire le monde des campagnes, c'est-à-dire 90% de la population, et le monde des villes, le monde du pouvoir, le monde de l'armée qui cherche à imposer le travail forcé de la terre aux paysans. Donc, il y a, vous avez très bien souligné l'affaire, un lien presque organique entre, on va dire, la néocolonisation financière imposée par la France à Haïti et d'autre part le renforcement du pouvoir autoritaire à l'égard des paysans à l'intérieur de la société haïtienne. Merci. Je ne sais pas si Camille a une autre question, sinon on passe à la question de Nicolas. Pas d'autres questions? Nicolas? Oui, merci, professeur. Alors, je tiens à remercier notre invité pour son magnifique exposé qui a permis pour moi de mieux comprendre la construction même de cette dette. Donc, militairement, Haïti s'impose et symboliquement, la France, on va dire, s'impose également. Par rapport à cette dette, j'ai une question sur l'histoire de la dette au XXe siècle. C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué cette période, mais au XXe siècle, en 1915, lors de l'occupation américaine, il y avait dans une publication que je tire du livre Énigme haïtienne de Sauveur Pierre-Étienne, qui disait que apparemment Haïti aurait été déclaré en banqueroute. Mais dans un même temps, le secrétaire d'État haïtien contredisait cela en disant qu'au contraire, Haïti payait régulièrement sa dette, ce qui était étayé également par une correspondance française entre l'équivalent de diplomate français en Haïti qui confirmait qu'Haïti payait régulièrement ses dettes, mais sur une année un peu antérieure. Donc, en tant qu'expert, je vous pose la question à vous. Quel est votre parti pris sur cette polémique ou cette divergence de point de vue? Est-ce que en 1915, Haïti payait effectivement sa dette, ou est-ce au contraire et que cette banqueroute était en fait une stratégie pour légitimer l'occupation américaine?
Vous savez, lorsque les États-Unis, ou plutôt lorsqu'une puissance hégémonique a pris la décision de conquérir un territoire, on invente toute forme, toutes sortes de prétextes, bien entendu, pour pouvoir passer à l'action. On l'a vu récemment dans la relation entre la Russie et l'Ukraine. On a trouvé des nazis opportunément ukrainiens pour pouvoir aller les déloger. Lorsqu'il a fallu intervenir en Irak, les Américains ont trouvé opportunément que Saddam Hussein était une menace avec des armes de destruction massive. Et de la même façon, donc, lorsque en 1915, rappelons la date, en 1915, l'Europe est en guerre, le monde est entré dans la Première Guerre mondiale, les États-Unis essayent, eux, de s'en tenir à l'écart, ils n'interviendront qu'en 1917 dans la guerre, mais cependant, les États-Unis se méfient des mouvements de la marine allemande dans la Caraïbe, et c'est pour ça qu'ils vont procéder à l'occupation systématique de tous les territoires où les Européens sont en position de faiblesse. Haïti, la République dominicaine, le Nicaragua en 1916. Donc, c'est dire que le prétexte pris par les États-Unis, donc de la banqueroute de la banque haïtienne pour pouvoir mettre faire main basse et par la suite faire main basse sur le stock d'or et par la suite occuper le pays, n'est qu'un prétexte fallacieux pour en fait assurer la mainmise américaine dans la Caraïbe à un moment où les puissances européennes occupées à faire la guerre en Europe n'ont pas les moyens de véritablement défendre leur position dans le Nouveau Monde. Mais pour revenir au cœur de la question, en 1915, Haïti est, donc nous sommes à 70 ans, ou 75 ans après l'engagement de 1825, Haïti est déjà dans une situation de déroute financière. On ne peut pas parler de banqueroute parce que le pays continue de produire et aussi parce qu'en 1915, le renchérissement des denrées agricoles va donner un coup de fouet à l'économie haïtienne qui exporte encore beaucoup de café, beaucoup de sucre et qui a encore une structure agraire paysanne résiliente, capable de supporter les effets d'une indemnisation très forte imposée par la France. Mais néanmoins, la décrue a commencé et l'occupation américaine va être l'occasion d'essayer de redonner justement un coup de sang à l'économie de plantation, mais ce sera un échec parce que les paysans haïtiens ont déjà très largement compris que l'économie de plantation n'était pas une technique de salut, que ce n'était pas un motif d'enrichissement des catégories les plus nombreuses, mais au contraire, une technique d'extorsion de la plus-value par le capital, c'est-à-dire en fait par les bourgeois installés dans la ville, à Port-au-Prince en particulier. Merci Jean-Marie Théodard. On passe à des questions de Thierry. Thierry, il est là, je crois. Des questions sur la dimension juridique et actuelle. Thierry est-il là? Je crois l'avoir vu. Je vois une main levée là. Oui, on verra. Louis. Oui, c'est juste après. Mais est-ce que Thierry est là? Parce que Thierry avait posé des questions. Il est étudiant, donc on voulait d'abord commencer par les étudiants. Ouais, si, alors Thierry, lui, il posait une question sur le lien qu'il y a entre la dette et les politiques de développement. Thierry est là. Thierry est là. Bon. Eh bien, on n'entend pas Thierry. Est-ce qu'il peut poser ces questions? Je n'entends pas Thierry. Il est où? Oui, allô, bonsoir. Ah, Thierry, voilà, très bien. Voilà. OK. Voilà, tu peux poser tes questions. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, excusez-moi. Alors, merci pour cette présentation, Monsieur Théodard. Moi, j'aimerais revenir sur 2 points, en fait, qui correspondent à 2 questions auxquelles j'avais pensé. Alors, le premier, c'est que vous avez expliqué qu'à l'heure actuelle, il y avait des pays en développement où
ou autres ou émergents qui également faisaient des prêts, hein, c'est-à-dire contractaient des dettes auprès d'organisations internationales. Alors, je suppose que vous faisiez allusion peut-être au FMI ou à la Banque mondiale, etc. Mais ma question est la suivante. Est-ce que donc la dette haïtienne peut être comparée aux prêts, aux aides au développement aussi, il me semble, comme on les appelle, que contractent certains pays, certains États actuellement de manière contemporaine? Et la deuxième question est la suivante. Vous avez en fait parlé de l'impact qu'aurait pu avoir la gestion de cette alliance entre la France et Haïti sur les autres colonies françaises. Et ma question est la suivante, finalement, justement, est-ce qu'on a des informations sur l'impact qu'aurait eu cette politique de la dette haïtienne de la part de la France sur des territoires comme la Guadeloupe, la Martinique? Est-ce qu'il y a concrètement je dirais, des traces de cette stratégie qui a été adoptée par la France à l'époque dans sa façon de gérer les autres colonies comme la Guadeloupe ou la Martinique? Merci pour vos réponses. Je vous remercie de votre double question. Ce que je pourrais répondre donc, à la première partie de la question, quelle comparaison y a-t-il entre les engagements d'Haïti vis-à-vis de la France en 1825 et les engagements des pays en développement, par exemple, vis-à-vis du FMI ou de la Banque mondiale? La ressemblance est trompeuse, au sens que aujourd'hui, les pays émergents et en développement s'endettent auprès de la Banque mondiale, auprès de la Banque interaméricaine de développement, auprès du FMI, pour réaliser des investissements productifs en vue de pouvoir rembourser leurs dettes, c'est-à-dire des investissements pour des infrastructures, des investissements pour y compris pour développer de nouvelles agricultures, etc. Alors qu'ici, il s'agit d'un cas tout à fait différent. Haïti n'emprunte pas à la France pour pouvoir développer de l'agriculture en vue de l'exportation. Haïti emprunte pour pouvoir verser directement une indemnité à une puissance qui impose sa loi. Donc, c'est une façon, on va dire, l'économie haïtienne devient une sorte de tonneau des Danaïdes à l'usage de la France. C'est-à-dire que l'argent qui entre par un côté ressort presque automatiquement par le bas sans véritablement laisser, on va dire, de traces vertueuses à l'intérieur de l'économie haïtienne. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un investissement qui permettrait de renforcer le capital, de renforcer l'appareil productif haïtien, mais il s'agit véritablement de l'argent strictement destiné au remboursement des créanciers. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Deuxième élément de votre question, c'est quel rapport on voit dans le traitement réservé à Haïti avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé après avec les colonies françaises des Amériques. Eh bien, à l'instar de l'ordonnance de 1825, en 1848, après l'abolition de l'esclavage par décret dans les colonies françaises de Guadeloupe et de Martinique, de la même façon, les anciens propriétaires d'esclaves seront ils seront dédommagés. Or, on peut dire que là aussi, il s'agit d'une double injustice, parce que non seulement les anciens esclaves n'ont pas été, eux, c'est-à-dire ce sont les anciens esclaves qui auraient dû être dédommagés, qui se retrouvent à verser indirectement une indemnité à la France. À cette seule différence que ce ne sont pas les anciens esclaves eux-mêmes, puisque ni la Martinique ni la Guadeloupe ne sont des États indépendants soumis à une indemnité vis-à-vis de la France, mais nous pouvons dire que lorsque l'État français verse une indemnisation aux anciens propriétaires d'esclaves, c'est toute la communauté nationale qui participe à l'effort d'indemnisation. Par conséquent, les anciens esclaves martiniquais, guadeloupéens et guyanais aussi. Donc, c'est dire que le précédent haïtien a probablement servi de modèle d'inspiration pour le règlement
de la question de l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves dans les colonies françaises des Amériques. Très bien. Alors, on va maintenant, je vous propose de prendre des séries de 3 questions des internautes, comme ça, bon, on pourra les regrouper éventuellement. Jean-Marie, si tu veux bien. Alors, j'ai dit que monsieur ou maître Louis avait levé la main, s'il est encore là. Est-ce qu'il veut bien? Oui. Oui, je suis là. Ah, voilà, très bien. C'est une fille. Une fille, excusez-moi, mademoiselle Louis ou madame Louis. C'est pas grave, je vous salue. Et je remercie, merci, et un remerciement tout à fait particulier à M. Théodat de nous avoir consacré un peu de temps pour ce très beau sujet et qui m'intéresse énormément. Et j'ai 2 questions à lui poser. La première, et il vient de nous dire la deuxième évasion qu'a fait la France à Haïti. C'est vrai qu'elle était armée jusqu'aux dents, pourtant, elle n'avait aucune intention de l'utiliser. Il y a, à mon humble avis, il y a une contradiction parce que là, on parle de l'armée et puis on parle des hommes et l'évasion a été faite de force. Sinon, pourquoi amener une armée? Mais avec l'intention de ne rien utiliser comme force. Et la deuxième question, si je peux poursuivre. Oui, allez-y, allez-y. OK. C'est qu'en 2004, notre dette, alors la dette de la France envers Haïti était de 21 milliards 685 millions 135 571,48 dollars US. Et là, maintenant, j'aimerais savoir, après tant d'années, si monsieur connaît le chiffre, s'il peut bien partager avec nous, à combien s'élève cette dette pour l'année 2022. Je vous remercie. Très bien. Alors, on prend encore une question? Tu veux répondre à ces questions, Jean-Marie? Oui, oui, bien sûr. On peut prendre une autre question. Alors, je vois la main de Jacques Bangou, monsieur le maire Bangou, ancien maire de Pointe-à-Pitre. Ancien maire, en tout cas, toujours captivé par ces questions. Et je remercie à la fois le KJ et Jean-Marie Théodat pour cette lecture, cette compréhension. Bon, ça conforte un petit peu les éléments que j'ai. Je voudrais revenir à un événement contemporain et à la fin, je poserai une question sur cela. En 2014, le président de la République française vient à Pointe-à-Pitre inaugurer le Memorial Act. Et dans son discours, il dit dans des termes que je n'ai pas retrouvés exactement avant la conférence de ce soir, mais qu'on peut retrouver, il laisse entendre qu'il engage la France, en tout cas, il ouvre la porte au remboursement par la France de cette dette haïtienne. Ce que je sais des discussions très vives qui ont eu lieu dans l'avion qui l'amène de la Guadeloupe en Haïti, montre qu'il a été dans ses propos, dans son engagement, au-delà de ce que le cadre administratif, même s'il est président de la République, avait laissé envisager, de telle sorte qu'arrivé en Haïti, il a une déclaration très en retrait en disant la France peut participer à hauteur de cette dette à la reconstruction du pays dans des domaines tels que l'éducation et autres, à tel point que pendant les années suivantes, au niveau du CNFPT, on a même cherché à voir comment la France pourrait prendre en charge l'encadrement du personnel territorial d'Haïti, dont on sait que le délabrement participe à la situation difficile aujourd'hui. Donc, voilà les faits tels que j'ai pu les voir. Ce qui m'étonne, c'est que jamais je n'ai entendu la classe politique ou intellectuelle haïtienne, je veux dire, interpeller cette volte-face ou s'appuyer sur cette volte-face pour en faire un sujet. Je veux dire, voilà, c'est ce que je voudrais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? Voilà. Donc, merci, monsieur
Monsieur Théodat, à l'avance de votre réponse. Très bien. On passe aux réponses. On passera ensuite aux prochaines questions. Jean-Marie. D'accord. Alors, pour répondre donc à la question du paradoxe apparent entre la force navale mobilisée et l'intention non belliqueuse de la France, je renvoie à cet adage, je dirais, très ancien, vieux comme la Lune, qui dit que la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de ne pas la faire. C'est-à-dire que le plus important pour la France, en l'occurrence, c'est de montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. Et la mission de Mako a toutes les apparences, on va dire, d'une équipée militaire, mais a aussi toutes les intentions, je dirais, d'une mission de paix, parce que lorsqu'il revient en France à bord de son navire sans avoir tiré un seul coup de canon, Mako est véritablement très fier du résultat. Donc, c'est pour ça que je dis que l'intention n'était pas de batailler contre les Haïtiens, mais au contraire de restituer la France dans son honneur sans avoir à faire la guerre. Les 22 milliards de dollars et quelques centaines de milliers de centimes que vous venez d'évoquer sont le fait d'une évaluation par le président Jean-Bertrand Aristide, qui, en 1804, a décidé de donner cette valeur chiffrée, cette estimation du montant de la dette que devrait la France à Haïti. Mais il s'agit bien entendu d'une décision unilatérale. Cela n'a pas fait l'objet d'une négociation entre la France et Haïti pour dire voilà à peu près ce qu'il faudrait restituer à Haïti. C'est une façon de prendre date pour les Haïtiens en 2004, mais malheureusement, cela n'a pas été suivi d'effet. Parce que, comme vous le savez, peu de temps après, Aristide a subi un coup d'État que certains prétendent motivé par cette exigence de remboursement à la France. Mais moi, je doute que ceci soit un motif suffisamment puissant parce que au moment où il fait cette déclaration, Aristide parle à la France, mais il est déjà coupé de la population par un mouvement de rébellion, par un désamour croissant qui s'est installé entre le pouvoir et le reste de la société. Donc, de sorte que, une fois Aristide parti, cette initiative courageuse qui a été la sienne est un peu retombée comme un soufflet parce que l'exil et le discrédit du pouvoir a en quelque sorte fait oublier cette revendication. Mais avec le recul, on se rend compte que dès l'instant que Aristide avait formulé cette exigence, tout le monde en a senti le bon sens. Tout le monde en a senti la pertinence. Et à partir de ce moment-là, non seulement l'élite haïtienne a pris acte, c'est-à-dire je parle des chercheurs, a pris acte de cette avancée, mais elle a également préparé dans la discrétion ses arguments pour pouvoir justement faire valoir ses positions. Et si aujourd'hui le New York Times publie un article qui fait grand bruit, c'est parce que précisément il y a dans la diaspora et dans la classe politique, dans la classe intellectuelle haïtienne, des gens qui ont en quelque sorte fait monter la pression pour que la nouvelle arrive au grand jour. Et je dois dire que votre serviteur et 3 autres collègues, nous avons travaillé à la publication d'un petit ouvrage en octobre dernier qui s'appelle Haïti, France, les chaînes de la dette. C'est dire que nous n'avons pas attendu l'article du New York Times pour nous pencher également sur la question, mais nous avons essayé d'analyser le contexte dans lequel cette ordonnance avait été en quelque sorte signée entre les 2 territoires. Maintenant, s'agissant de la déclaration du président Hollande à Pointe-à-Pitre en 2015, il s'agit à l'évidence d'un faux pas. Il s'agit d'une boulette de la part du président
qui probablement n'était pas au courant des détails, des subtilités de l'histoire commune entre la France et Haïti. Et lorsqu'il parlait d'une dette à partir de Pointe-à-Pitre, il était sincère dans son élocution. Mais seulement, il s'est trompé dans le fond parce que c'est un lapsus qui fait parler à travers lui, en fait, toute une mémoire collective française qui effectivement a une dette morale et une dette historique vis-à-vis de Haïti. Et j'étais moi-même présent sur la place du Champ de Mars, au pied de la statue de Toussaint Louverture, lorsque le président Hollande s'est présenté devant le peuple haïtien pour, en quelque sorte, rectifier le tir. Et il était certainement habité par une profonde, je dirais, émotion, parce qu'au moment de gravir les marches de l'estrade, il s'est pris les pieds dans le tapis et il a fallu que son homologue haïtien, le président Martelly, le tienne par le bras pour l'empêcher de se vautrer sur le tapis. Et je pense que inconsciemment et collectivement, les Haïtiens ont ressenti cela comme une revanche symbolique. Certains ont même dit que c'est Pétion, non pas Pétion, c'est Dessalines qui lui a fait un croc en jambe et qui l'a fait se déstabiliser sur l'estrade. Mais pour revenir, je dirais maintenant à des choses plus concrètes, cette déclaration de 2015 a mis la France dans l'embarras parce que involontairement, Hollande venait de rouvrir une cicatrice que l'on croyait fermée. Il venait de remettre sur le devant de la scène un contentieux que toute la diplomatie française s'employait à faire ce qu'on appelle encore un casse-feuille, couvrir ça, c'est-à-dire à balayer sous le tapis. Et on peut dire que cette boulette opportune a servi aux intellectuels haïtiens comme un cheval de bataille pour justement demander à la France de revenir sur les conditions dans lesquelles cette ordonnance a été signée entre la France et Haïti. Voilà. Merci. Une question de monsieur ou madame Désir. Oui, bonjour, bonsoir. C'est Johnny. Johnny, du coup, très bien. Très ça bien. ça va, Fred? Très bien, Johnny, ça va très bien. D'accord. Bon, je profite pour saluer Monsieur Théoda, en fait, pour son exposition. Merci. C'est l'occasion comment dire ça, d'échanger et de dire ce qu'on pense, puisque des occasions comme ça, on n'en a pas vraiment. Et c'est dommage, puisque c'est un sujet qui est passionné et qui nous passionne tous. Alors, je précise quand même que Johnny, je m'excuse, je précise quand même pour que ce soit clair que tu es membre de l'association haïtienne Tête Collée, c'est bien ça? Et membre du voilà, Coréca. donc je suis le président de l'association Tête Collée et aussi membre du conseil d'administration du Coréca. Très bien. Donc, voilà. Donc, je vais être court, mais j'ai 3 questions quand même. Donc, la première question, Monsieur Théoda, en fait, a mentionné que comment dire ça, la décision ou le contrat de cette dette a été fêté en grande pompe, en fait, à Port-au-Prince et dans toutes les villes d'Haïti. Moi, ce que je voudrais en fait qu'il précise, c'est le contexte surtout peut-être qui a poussé ces gens à fêter cette décision. Puisque au moment où Haïti c'est un contrat, admettons, a signé ce contrat avec la France, seul le Vatican avait reconnu l'indépendance d'Haïti. Donc, est-ce que inconsciemment, la classe politique, intellectuelle et aussi la population dans son ensemble, en fait, pour eux, c'était pas justement l'occasion qu'ils avaient trouvé de rentrer en grande pompe dans le concert des nations? Donc, est-ce qu'il pourrait un petit peu préciser le contexte dans lequel les gens ont fêté ça? Deuxième question, bon, il avait anticipé un petit peu sur ma réponse, sur ma question, c'est concernant la tentative désespérée en fait du président Jean-Bertrand Aristide lorsqu'il avait demandé réclamation, restitution de cette dette en fait. La question c'est
est-ce qu'en Haïti, il existe ou est-ce qu'il pourrait exister une institution ou un collège de personnes, mais hors politique, des gens qui ne font pas du tout de la politique, pour se concentrer essentiellement sur cette question de la dette, en fait. Parce que, et à part M. Jean-Bertrand Aristide qui l'avait mentionné, en tant que politicien, à mon avis, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu un autre politicien haïtien le mentionner. Bien sûr, on sait tous que c'était une tentative désespérée de M. Aristide pour faire autre chose. La troisième question, c'est maintenant, du côté de la France, puisque là, on a toujours parlé en fait de notre point de vue, mais du point de vue de la France maintenant, on est français ou on est l'État français. Est-ce que la France ne peut pas dire en fait que c'est un contrat qui a été signé légalement entre deux pays? Voilà. Donc le côté juridique, est-ce qu'il y a un côté juridique que la France peut défendre dans ce dossier? Donc je vais m'arrêter là, sinon j'aurai d'autres questions à poser et je vous remercie tous. Merci, merci Sylvain. Jean-Marie Théodard. Oui, alors la première question, pourquoi les Haïtiens ont-ils fait la fête? Il faut se mettre, si vous voulez, à la place de ces descendants d'esclaves qui, en 1825, ont encore très présent dans la mémoire le souvenir de l'esclavage, le souvenir de la colonisation, le souvenir des coups de fouet, le souvenir des corvées, le souvenir du réveil à la cloche, le souvenir des coups de fouet, donc le souvenir des humiliations, en fait. C'est-à-dire que pour les Haïtiens de 1825, l'esclavage n'est pas une métaphore, l'esclavage n'est pas une vue de l'esprit, c'est un véritable fléau humain auquel ils ont échappé par la guerre, par la victoire sur le champ de bataille, et de voir maintenant cette libération confirmée par la loi, confirmée par les textes et confirmée par l'ancien bourreau, c'est de cela qu'il s'agit, c'est une libération symbolique qui n'a pas de prix. Et c'est pour cela que la fête, le carnaval que le baron de Mâcon consigne dans ses mémoires sont sincères et sont profondément ressentis par les Haïtiens comme un moment de festivité. Et je pense que ce serait une erreur de rétrospectivement minimiser la joie ressentie par les anciens esclaves. Deuxième élément, c'est la façon dont cette question a été évoquée. Certes, Aristide est, dans l'histoire récente d'Haïti, le premier chef d'État à avoir évoqué la question, mais à bas bruit et dans un mode beaucoup plus académique, je peux vous citer au moins deux chercheurs haïtiens, deux historiens qui ont fait œuvre utile dans ce sens et qui questionnent la question et qui questionnent, pardon, la problématique de la dette de l'indépendance. Il y a tout d'abord Watson Denis, docteur, professeur à l'Université d'État d'Haïti, également Gousti Clara Gaillard, qui a fait sa thèse et même soutenu son habilitation autour de la question donc, de l'indemnité versée par Haïti à la France. C'est vous dire par conséquent que loin des projecteurs de l'actualité, vous avez des chercheurs qui font un travail de fond qui mérite ici d'être salué. Maintenant, quelle est la valeur juridique de cette ordonnance signée entre Haïti et la France? C'est une valeur juridique, c'est une question opportune, pardon, merci, parce qu'effectivement, nous mettons ici le doigt dans la plaie. Dans la mesure où l'esclavage a été aboli en Haïti depuis 1793, c'est-à-dire nous sommes ici donc à un pas de temps encore plus long que ce que c'est-à-dire bien avant la proclamation même de l'indépendance, l'esclavage a été aboli dans les colonies françaises de Saint-Domingue, dans la colonie française de Saint-Domingue, c'est-à-dire par conséquent que d'un point de vue juridique, il était injuste que dans l'évaluation de l'indemnité due aux anciens colons, que l'on ait inclus également la valeur des esclaves qui avaient cessé d'être en servitude. C'est dire par conséquent que l'abolition de l'esclavage devait
rétrospectivement ou activement diminuer les prétentions des colons à tout remboursement ou à toute indemnisation, puisque justement, ce n'est pas un dommage que de libérer une force de travail indûment mise en situation de servitude. C'est dire par conséquent que, je vais vous raconter une anecdote qui illustrera bien le propos. On raconte que je crois que ça doit être en 1811 ou en 1812, un bateau anglais, un navire négrier, en route vers la Jamaïque, a dû trouver refuge dans la baie de Port-au-Prince, et avec sa cargaison d'esclaves, bien sûr. Et bien entendu, nous étions sous le président Pétion, et Pétion a aussitôt fait libérer les pauvres captifs, qui sont devenus des citoyens haïtiens de plein droit, et il a restitué, bien entendu, toutes les... enfin, il a libéré les esclaves et fait savoir au capitaine que les biens et les autres marchandises et le navire lui-même étaient à disposition dans le port de Port-au-Prince. Et lorsque le capitaine a voulu récupérer l'intégralité de ses biens, c'est-à-dire en fait la marchandise constituée par les anciens esclaves, les Haïtiens ont tout simplement répondu que dans la législation, dans la constitution haïtienne, la notion de marchandise humaine n'existe pas, et par conséquent que le navire ne pouvait être restitué que vide de toute cargaison, parce que la loi haïtienne ne reconnaît pas ce concept-là. Donc, on pourrait dire de la même façon que puisque l'esclave a cessé d'être un bien que l'on pouvait évaluer monétairement, rétrospectivement, il était injuste de faire payer aux Haïtiens le prix d'une liberté qu'ils avaient acquise sur le champ de bataille. Donc, c'est pour ça que, d'un point de vue juridique, c'est un argent mal gagné, c'est une indemnité indue, et c'est pour cela que dans notre démarche intellectuelle, dans notre posture, je dirais même heuristique, il n'est pas absurde que les Haïtiens demandent une rétroversion de cette indemnisation. Très bien. Voilà, les questions ont été répondues, les 3 questions, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, Julien, sur le Facebook, il y a des commentaires, des questions? Est-ce que Julien, je sais qu'il devait nous quitter pendant un petit moment et revenir. Julien, tu es là? Alors oui, alors je l'ai porté dans le chat. Hein, vous l'avez trouvé, une question qui a été posée par Lindy, qui est la suivante. Hein, je la lis. Elle dit ceci, l'esclavage, si je ne me trompe, est reconnu par la France comme étant un crime contre l'humanité. Comment, dans cette logique, la dette haïtienne peut-elle encore être maintenue? Peut-on penser juridiquement que les effets qui en découlent seraient devenus caducs? Alors, ce qu'il est important de dire à cet égard, c'est que les relations internationales ne relèvent pas non plus, je dirais, d'un tribunal où le droit serait distribué par un justicier au-dessus de la mêlée. Il n'y a ici ni Salomon, ni déesse pour décider, on va dire, de la justice, mais ce sont les rapports de force qui décident dans la relation internationale. C'est dire par conséquent que même en étant juridiquement fragile, la base des exigences françaises était militairement, politiquement, beaucoup plus forte que celle de Haïti en 1825. Mais aujourd'hui, avec le recul, et compte tenu de cette, je dirais, empathie planétaire aujourd'hui, compte tenu de la globalisation de la question, compte tenu de ce regard critique que nous, aujourd'hui, descendants d'esclaves, avons sur les conditions dans lesquelles a été conclue cette ordonnance, la France ne peut plus continuer à considérer ce passé comme définitivement révolu.
la politique française est obligée de considérer avec un regard vétilleux certains moments obscurs de l'histoire de France et peut-être que à reconsidérer les relations avec Haïti, la France a, je dirais, une véritable vertu à gagner. Moi, on se dit parfois que, ou je me dis parfois que si Emmanuel Macron se rendait à Port-au-Prince et que sur la place du Champ de Mars, là même où François Hollande a fait sa boulette, il mettait un genou à terre pour demander pardon aux Haïtiens, je pense qu'il entrait directement au panthéon de la conscience noire. Ceci vaudrait non seulement pour Haïti, mais pour l'ensemble des descendants d'Africains, pour l'ensemble des descendants de personnes réduites en esclavage, parce que Haïti est le lieu où symboliquement tout a commencé. Haïti est le lieu où, pour paraphraser Césaire, la négritude s'est mise debout pour la première fois, et il serait symboliquement fort que, justement, un descendant du pouvoir colonial français mette pour la première fois un genou à terre sur la terre de Toussaint Louverture. Merci. Alors, toujours dans le même, dans le même esprit, quelqu'un pose la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'appartenance de la France à l'Union européenne, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de porter la question à ce niveau-là et jusqu'où l'Union européenne ne serait-elle pas partie prenante un peu du remboursement de la dette? Alors, on profite pour prendre une question. La question est posée par Roi Milor. Ok, on profite pour prendre la question de M. Boukman qui a levé la main. Oui. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Oui, parfaitement. Oui, très bien. Mais je voudrais d'abord remercier l'intervenant, M. Théoda, pour la qualité de son intervention, qui tient les gens éveillés jusqu'à Paris. Donc, voilà. Donc, j'avais deux questions et je vais même tenter une troisième. La première, ce serait de savoir, vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait faire le lien aussi avec l'indemnité qui a été versée en 1848. On sait que l'indemnité qui a été versée en 1848 pour les Antilles françaises, la Guadeloupe, la Martinique et le Sénégal aussi, il me semble, une grosse partie de ces indemnités a été utilisée pour la création d'une banque. Je voulais savoir si, dans l'utilisation de l'indemnité qui a été payée par Haïti, il y a eu justement la création d'une banque, d'un fonds d'investissement par la France, ou auquel cas, comment cet argent a-t-il été utilisé? Est-ce qu'on a des traces de cela? La deuxième question, ce serait de savoir, dans le contexte de l'époque, on sait qu'il y avait également la révolution de Simon Bolivar qui a démarré vers 1810. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir des alliances avec cette révolution de Simon Bolivar? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir également des alliances entre la France et l'Espagne contre Haïti? Voilà, c'est pour savoir un petit peu dans le contexte militaire. Et par rapport aux questions qui ont été posées précédemment, je me demandais aussi, est-ce qu'au niveau de l'UNESCO, étant donné qu'on est dans la décennie des personnes d'ascendance africaine, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un coup à jouer pour Haïti sur ce domaine-là? Voilà, je vous remercie. Merci. Je pense que ce sont peut-être les dernières questions. Jean-Marie. Oui, on peut en prendre une autre. D'accord. S'il y a d'autres questions? Mais ça va, on y va. Alors, l'Union européenne est une instance politique d'un genre particulier, dans la mesure où c'est la première puissance économique qui ne soit pas adossée à une puissance politique ou militaire. C'est-à-dire, on voit difficilement aujourd'hui l'Europe partir en guerre contre un pays, quel qu'il soit, parce qu'on demanderait d'où viendrait l'impulsion. Personne, ni la France, ni l'Allemagne, encore moins l'Allemagne, n'a le monopole, on va dire, de l'utilisation de la violence légitime en Europe. Ce qui fait que l'Europe peut difficilement être considérée comme une puissance, je dirais, qui compte sur le plan stratégique. D'ailleurs, on voit comment ça s'est passé avec l'Ukraine, lorsque Poutine, justement, a refusé de parler avec les Européens, disant qu'il n'avait à parler qu'aux Américains directement. Donc, l'Union européenne n'a pas non plus les moyens de faire pression sur la France pour l'obliger à appliquer une politique si jamais elle n'en a pas l'initiative. C'est dire que l'Union européenne est à la fois
une référence légitime, parce que la France n'est pas le seul pays à avoir, on va dire, commis le péché d'organisation de l'esclavage et de la colonisation, mais que toutes les puissances européennes, à ce titre, pourraient se sentir responsables de la tragédie haïtienne. Mais disons que, là encore, c'est une question de rapport de force. Tant que Haïti reste un pays faible, un pays pauvre, un pays qui tient qui ne peut subsister que grâce à l'aide internationale, Haïti ne pourra pas véritablement faire valoir sa position sur la scène internationale. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que nous avons une position moralement forte, moralement, je dirais, noble, ce n'est pas la noblesse de la cause qui garantit le succès de l'opération. C'est pour cela donc qu'il n'est pas dit que l'Union européenne ait les moyens de faire aboutir la revendication des Haïtiens. La deuxième question, à qui l'argent? Eh bien, à la différence de 1848 et des colonies françaises, où effectivement l'argent de l'indemnisation due aux colons a donné lieu à la création d'une caisse commune, en Haïti, dans le cas d'Haïti, l'argent de l'indemnisation a été distribué directement aux ayants droit des descendants de colons. Et c'est pour cela que c'est un argent qui a en quelque sorte percolé de façon invisible dans le tissu économique français sans véritablement laisser de traces. Mais ce que nous savons par les archives et par les travaux de bénédictins effectués par certains chercheurs, c'est qu'il y a moyen aujourd'hui de remonter la filière des rentes pour voir à qui individuellement le versement de cette indemnité a servi dans le paysage économique français. La relation avec l'Amérique du Sud, avec notamment la Grande Colombie de Bolivar, est marquée par les visites successives de Francisco de Miranda et de Simón Bolívar en Haïti pour venir, s'inspirer du modèle d'indépendance d'Haïti et deux, pour obtenir des armes et des munitions de la part des Haïtiens. Il faut savoir que c'est dans la baie de Jacmel, en Haïti, qu'a été fondé le drapeau de la Grande Colombie, dont on retrouve d'ailleurs les couleurs haïtiennes, c'est-à-dire le bleu et le rouge, à côté du jaune, pour caractériser donc ce lien organique entre l'indépendance haïtienne et l'indépendance de la Grande Colombie. Et Bolivar a promis à Pétion, au moment de repartir en guerre sur le continent avec l'aide militaire procurée par les Haïtiens, il avait promis d'abolir l'esclavage dans toutes les colonies qu'il aurait le plaisir ou le courage de libérer. Or, non seulement la promesse de Bolivar n'a pas été tenue, l'esclavage a continué dans les territoires libérés, mais lorsqu'en 1826 a été réuni au congrès de Panama, le premier congrès des nations sud-américaines, mais surtout sud-américaines nouvellement indépendantes, Haïti n'a pas été invité, non seulement parce que les nations sud-américaines ont continué à pratiquer l'esclavage, mais aussi parce que, en tant que principale nation invitée, les États-Unis s'étaient opposés à ce que Haïti soit également invité à ce congrès de Panama, parce que justement, les diplomates haïtiens n'étaient pas véritablement bienvenus et les diplomates blancs américains n'avaient aucune envie de serrer la main à les diplomates noirs venus d'un pays rebelle. Or, nous sommes en 1826, la France a déjà reconnu l'indépendance d'Haïti, mais les Américains attendront 1865 et l'abolition de l'esclavage sur leur propre territoire pour reconnaître l'indépendance d'Haïti. C'est dire par conséquent que même en ayant aidé les Américains à proclamer leur indépendance par la participation à la bataille de Savannah, des pères de l'indépendance d'Haïti, et Pétion, non pas Pétion, mais et Dessalines et Christophe ont participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. Or, ceci n'a pas véritablement été payé de retour. Les Haïtiens ont aidé Bolivar à concevoir la stratégie de la lutte pour l'indépendance de la Grande Colombie. Là encore, cela n'a pas été payé de retour, même si, dans la longue durée et dans
pendant tout le XXe siècle, le Venezuela va s'affirmer comme un pays ami très proche des préoccupations des Haïtiens. Mais néanmoins, disons que Haïti s'est retrouvé, en dépit de la reconnaissance de son indépendance en 1825, comme un pays paria, comme un pays seul dans l'ensemble de l'hémisphère occidental. C'est dire par conséquent que même la reconnaissance de la France n'a pas suffi à mettre Haïti en odeur de sainteté par rapport à ses principaux voisins. Quant à l'UNESCO, comme vous le savez, il s'agit d'une agence issue de la création de l'Organisation des Nations Unies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et l'UNESCO a été installée à Paris comme une sorte de reconnaissance du prestige de la France dans l'ordre de la culture et de la science à l'échelle internationale. Mais ce que nous savons aussi, c'est que l'UNESCO est une agence très décriée à l'échelle mondiale, notamment par les anglo-saxons. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont cessé d'en faire partie. Je ne sais pas s'ils y sont revenus, mais disons que ça a souvent été considéré comme un machin à l'usage de la soft power française, et c'est pour cela qu'elle est tombée en désuétude. L'UNESCO reste cependant une caisse de résonance pour une parole, on va dire, humaniste et plurielle. À ce titre, l'organisation de la route de l'esclavage, avec un passage important en Haïti, est le signe de la reconnaissance, on va dire, de ce rôle particulier de Haïti au regard de l'histoire de l'esclavage, mais ce n'est en aucun cas un forum pour obliger la France à verser ou plutôt à reverser une indemnité indue aux Haïtiens, parce que, là encore, l'UNESCO n'a pas les moyens de faire pression sur la politique étrangère de la France. Donc, pour répondre de façon plus globale à votre question, seule une négociation intelligente, bien sentie, entre une élite française consciente des dommages causés par l'hégémonie française au XIXe siècle à une petite nation, seule, je dirais donc, une nouvelle approche d'une politique non hégémonique peut permettre véritablement à la France et à Haïti de se rapprocher sur cette question-là. Parce que tant qu'on reste dans la logique de la loi de la jungle, il y a peu d'espoir que Haïti obtienne satisfaction. Très bien. Mais écoute, merci. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Julien Mérillon pour quelques mots de conclusion, je veux, à titre personnel, vraiment remercier Jean-Marie Théodat pour la qualité de son intervention. Merci beaucoup, Jean-Marie. Ton intervention figurera sur la chaîne YouTube du KJ, je pense, dès demain. Et quelqu'un a dit, Jean-Marie Théodat il y a des gens éveillés à Paris à 7 heures. Jean-Marie est lui-même à Paris, donc je crois qu'il est temps pour lui aussi de se reposer. Merci beaucoup, Jean-Marie, de ton intervention. Je passe la parole à Julien Mérillon pour quelques mots. Et Jean-Marie, on se retrouvera inévitablement. C'est un plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, moi aussi, je voudrais remercier Jean-Marie Théodat pour la qualité de son intervention. Et je ne suis pas le seul à le remercier. Si j'en juge par les likes que nous avons eus sur le Facebook, avec 50 participants dans le Zoom, plus de 480 personnes touchées au niveau du Facebook. On est donc sur un sujet qui, je crois, est extrêmement important, intéressant et qui a été traité tout aussi de façon tout aussi intéressante et tout aussi magistrale. Je crois que l'important, et c'était ça l'enjeu, c'était de bien comprendre le contexte géopolitique de cette dette, de la création, de l'émergence de la dette. Et là, je crois que ça a été très, très bien mis en évidence, tout comme il a permis de mettre en évidence aussi une question essentielle qui est celle des rapports de force à ce moment-là, et qui fait que nous avons abouti à cette situation qui est complètement, on peut dire, un peu paradoxale. Bien. S'il en est ainsi aujourd'hui, et c'est là la vraie question, comment aborder et appréhender cette question? Comment faire en sorte
que cette dette inique, illégale, qui, de toute évidence, correspond à une forme de mépris des peuples, comment faire que cette dette elle-même puisse être quelque part lavée, quelque part réparée. Et c'est la vraie question qui se pose aujourd'hui, la question de la réparation. La réparation, elle ne porte pas simplement sur les méfaits de l'esclavage, mais sur les méfaits aussi, s'agissant d'Haïti, de la libération de cet esclavage. Donc, en ce sens, nous ouvrons là un chantier qui est extrêmement important, extrêmement intéressant, et qui va nous aider aussi, et là je parle en tant que mon acteur de la coopération, et en particulier de la coopération avec Haïti, et notamment dans le sud, dans la région de la Grande-Anse, où nous travaillons avec la paysannerie de cette région d'Haïti, de cette province d'Haïti. Donc, il est important de pouvoir bien maîtriser ces éléments. Donc, merci encore. Merci aussi pour les questions qui ont été posées. Et je crois que l'idée, le concept qu'il nous faut retenir, c'est celui de la néocolonisation financière. Et je crois que bon, ça résume en un mot, en une formule, quasiment toute la problématique qui est issue de cette dette. On est dans un processus de néocolonisation financière. Je terminerai ainsi mon mot. Ok. Jean-Marie, si tu veux réagir, si tu veux nous dire quelques mots de conclusion à ton tour, seront les bienvenus. Je voudrais d'abord remercier le CORECA et puis remercier Fred Reynaud donc, de cette invitation très sympathique. Remercier les étudiants et les collègues qui ont fait la gentillesse donc, de participer à ce webinaire. Et je rebondirai également sur ce qui vient d'être dit pour abonder dans ce sens et dire que nous, ce que nous avons à faire, nous, directement concernés en tant que descendants d'esclaves, c'est enclencher cette coopération par le bas qui est le gage, je dirais, d'une véritable solidarité, d'une véritable fraternité. Et je suis très touché par cette coopération sud-sud, cette coopération décentralisée, dans laquelle les collectivités de Martinique, de Guadeloupe, mais également de Guyane sont extrêmement présentes en Haïti, dans l'aide aux municipalités, dans l'aide aux collectivités et dans l'aide surtout à la paysannerie. Et je tiens à exprimer ici ma gratitude et ma reconnaissance envers les Martiniquais et les Guadeloupéens qui ont beaucoup aidé également à accueillir des étudiants haïtiens en 2010 après le tremblement de terre pour leur permettre de finir leurs études de master, pour leur permettre de commencer des études de licence là où c'était possible. Et c'est la preuve donc au-delà de la mer qui nous sépare, au-delà des nuances de créole qui peuvent nous séparer, nous, descendants d'esclaves, nous, Haïtiens, Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais, sommes véritablement les éléments de ces racines profondes et nombreuses dont parlait Toussaint Louverture. Et en ce sens, je nous sens véritablement frères et je vous remercie de cette présence, de cette sollicitude par rapport à Haïti. Merci beaucoup. Je vais juste profiter pour remercier un étudiant. Je m'excuse de terminer comme ça, mais je voulais le faire. James Webster, qui est un des étudiants du master, qui va partir demain. Il va, pour des raisons professionnelles, partir, mais j'aimerais le remercier tout particulièrement pour le travail qu'il a réalisé au sein de l'équipe KAGI, qui, grâce à lui, a connu un saut qualitatif, notamment sur tout ce qu'il a fait à propos des webinaires et toute la dimension technique de sa participation. Donc, merci James. Le KAGI te remercie et je reviens encore pour remercier une nouvelle fois Jean-Marie Théodat de la qualité de son intervention. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, à bientôt. c'est un plaisir. Un plaisir. À bientôt. Merci et bonne